Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 24 novembre 2021. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, la base des briefs Bitcoin et Ethereum. Et comme vous l'avez choisi en commentaire, je vais faire EGLD aujourd'hui. On va voir les objectifs de vente, de prise de profit, etc. etc., etc. Donc où est-ce qu'il est le petit EGLD? Je l'avais préparé. Non, il n'est pas ici, il doit être ici. Yes. Donc voilà, de GLD, est-ce qu'on est dans un début de correction ou autre? N'hésitez pas en commentaire à laisser l'asset que vous voulez que j'analyse, les assets qui reviennent le plus, je l'ai fait. Et donc voilà, la semaine dernière j'avais fait UOS, crypto.com, etc., etc. Donc n'hésitez pas. Également, si le contenu vous plaît, à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Du coup, le Bitcoin, toujours dans sa phase corrective, entre guillemets, on enchaîne des petites divergences court terme qui montrent qu'on a une faiblesse des vendeurs pour l'instant sur le niveau des 55 000 $. Ils ont beaucoup de mal à enfoncer ce niveau. On avait vu en 1 heure hier des potentielles divergences qui ont été confirmées, donc qui confirment encore plus la phase de range. Donc pour l'instant, d'après le momentum, tant que le momentum ne redevient pas bearish, c'est-à-dire que tant que nous ne revoyons pas ça par exemple, il n'y a pas trop de raison d'enfoncer le support des 55 700 $ qu'on a créé ici sur du court terme. C'est-à-dire que le marché devrait continuer de ranger tout simplement. Et là, le range court terme qu'on a fait maintenant, donc là on est dans un gros range, on a vu ici. Donc là c'est en gros notre gros range. Et au final, ça aussi c'est notre gros range, on pourrait dire. Mais bon, on va dire qu'en gros, ici là, ça c'est notre range, donc entre 60 et 55 700. Et au sein de ce range, on vient de faire un petit range, entre les 55 000 et les 57 800. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité d'instaurer une structure de retournement court terme qui pourrait permettre de revisiter le haut du range, voire tenter de le casser pour retracer un petit peu plus haut. Ok? Donc là, c'est important de bien suivre la résolution de ce range. Donc maintenant, on est bloqué entre... Donc là, vous voyez, la volatilité se réduit. Les rebonds deviennent de moins en moins puissants. Donc ça, c'est le range actuel. Donc là, c'est vraiment range court terme. Et donc les deux traits beige que vous voyez ici et ici, ça c'est le plus gros range. N'oubliez pas, on va le noter, mais grosse expiration, donc expiration option vendredi 26. On me demande c'est à quelle heure sur Deribit, c'est à 10h il me semble. 10h ou à 9h maintenant avec le changement d'horaire à vérifier. Mais c'est le matin, c'est avant midi en tout cas. Donc expiration des options vendredi 26, max pen price à 58 000 $. Donc en gros c'est le prix à venir clôturer si on veut faire perdre un maximum de gens. Donc c'est ce qui fait qu'il y a de grandes chances de rester dans le range jusque vendredi, donc ne vous attendez pas justement. Peut-être, après on peut casser au sud, etc. si le momentum redevient baissier, mais en termes de probabilité, on va dire qu'on a de grandes chances de rester proche de ces niveaux ici. Oups, c'est pas là, proche des 56 à 60. Très 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 probable. Ok? Du coup, rien de plus à dire. Pour l'instant, le momentum a envie d'indiquer du range et peut-être une reprise haussière, mais c'est vraiment des unités de temps court terme. Si on voulait une réelle reprise, il nous faudrait ici voilà, des premiers W aussi en daily, sur le momentum daily, si on se met à voir des trucs comme ça, ça serait fortement positif. Là on voit que ça commence tout juste, donc là il y a des premiers signes de reprise de momentum en daily, c'est fortement intéressant. C'est ce qui veut dire que peut-être après les expirations on pourra poser un bottom et on n'aura pas besoin d'aller plus bas. Parce que là je vois beaucoup de gens s'attendent à ce qu'on aille plus bas, c'est peut-être un signal justement de on n'ira pas plus bas et on posera le bottom avant. Si on reste au niveau du prix actuel, on peut se dire qu'on peut consolider jusqu'au début décembre environ, avant de casser la trendline et tenter de reprendre une dynamique haussière, un momentum plus ou moins haussier. Voilà, Bitcoin court terme, rien à dire de plus. Au niveau des spreads, vous êtes beaucoup en commentaire à m'avoir demandé comment je faisais, donc je l'ai fait en fin de brief, mais je vais vous réexpliquer. Donc c'est très simple, vous venez ici, vous faites compare, comme ça, vous mettez BTC, USDT, perp, Binance, moins BTC, USDT, Binance, vous faites entrée. Ensuite, vous allez avoir les deux charts, donc la charte du Bitcoin et les spreads que vous venez de mettre, qui vont être en pourcentage. Donc vous faites clic droit, régular. Ensuite, vous récupérez le spread. Donc là, il va falloir baisser l'échelle pour trouver le spread. Vous faites clic droit dessus. Et donc vous allez faire new pane, move to un new pane below ou above. Donc au-dessus ou en dessous. Ensuite, vous allez donc avoir quelque chose comme ça. Okay. Donc vous allez avoir ça avec des bougies, comme ceci. Donc là, hop, vous allez avoir ça. Ok, ça c'est illisible. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on double-clique, on change candle et on met baseline, idéalement. Donc on se met à 0 pour que ce soit rouge dans le négatif et vert dans le positif. Ok.
Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, je n'ai pas gardé cet affichage basique, je l'ai lissé avec une EMA13. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, vous cliquez sur 3 petits points, vous faites Add Indicator, etc. Vous cliquez, vous faites EMA, donc vous écrivez EMA, donc Moving Average Exponential. Pour ceux qui sont en français, ça va être moyenne mobile exponentielle, tout simplement. Vous cliquez ici, vous l'ajoutez. Moi, j'ai mis une période de 13, donc là, vous cliquez ici, paramètres, vous mettez période. En français, c'est période, vous mettez 13. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai caché l'affichage des spreads et j'affiche que mes spreads via mon EMA. Donc dans les paramètres, j'ai fait style, histogramme, j'ai mis une couleur bleue, vous mettez ce que vous voulez, vert, peu importe, on s'en fout. Moi, c'est l'affichage et maintenant, voilà, c'est ce qui fait que j'ai ça. Ok, tout simplement. J'espère que c'était compréhensible et que vous allez pouvoir faire de même. Alors, et du coup, les spreads sur Binance qui sont toujours assez élevés. Je vais diminuer l'unité de temps, mais on voit que ça se remet à réaugmenter. Donc ça veut dire que le sentiment, on est... En fait, il y en a beaucoup qui annoncent les 53 000. Je pense que les whales veulent peut-être acheter sous ces niveaux, probablement, mais si tout le monde veut le faire avec eux, ça va pas le faire. Il y a un commentaire, un petit peu, enfin un message où je vais y répondre qui disait en gros, je comprends pas, si tout le monde veut acheter aux 53 000, normalement ça va rebondir à 53 000. Si même les whales veulent acheter à 53 000, bah, si même le public, enfin, les retails veulent acheter à 53 000, bah, ça ira pas sous 53. Mais en fait, dites-vous que les whales, elles ne peuvent pas acheter là où les retails veulent le faire. Parce que si les retails veulent acheter à 53 000, les whales, comment elles achètent à 53 000? Dites-vous que les whales, elles ont besoin une baleine, juste une baleine, imaginez que ça c'est une baleine, elle peut bouffer, on va dire, 100 poissons. Donc si les 100 poissons veulent acheter ici, comment la baleine elle mange aussi ici? Parce que vous, si vous achetez aussi, bah vous récupérez de la liquidité ici. Donc si la baleine elle veut acheter ici, elle peut pas. Donc le choix qui s'offre à elle, c'est soit de commencer à acheter ici, donc tout le monde veut acheter ici, au final, bah on n'y va pas parce que tout le monde veut acheter ici, donc la baleine elle a nul autre choix que d'acheter tout le supply ici, ou alors la baleine, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit défoncer cette zone et racheter plus bas. Et à ce moment-là, ça ouvre les portes pour aller entre 51 000 et 48 000 $. Donc c'est-à-dire que si jamais le marché ne renclenche pas ici, qu'on vient ici et que tout le monde veut acheter ici et que tout le monde est bullish ici, il y a de grandes chances de faire un mouvement de frayeur là-bas pour que les whales puissent racheter là-bas, tout simplement. Ok? Parce que rappelez-vous, une whales, même pour vendre, si tout le monde veut vendre au même endroit, la whales, elle vend à qui? Elle vend à personne. La whales, elle a besoin de vendre à des acheteurs. Donc les acheteurs, c'est les retails. Donc pareil, quand la whales, elle place ses filiales, ça s'assure que là, qu'il y a beaucoup d'acheteurs pour vendre. Et pour vous expliquer ça encore plus facilement, je vais venir ici, hop, on va venir sur Trading Light. Hop. Quand je vous remontre ici, par exemple, Kraken Future Ethereum USD, voilà pourquoi ici il y avait autant d'ordres de vente. Ça, c'était des ordres de whales. Donc là, les gens achetaient dans les ordres des whales. Il n'y a personne ici qui voulait vendre. Donc elles, les whales, elles en ont profité pour décharger. Ça, c'est des ordres de whales. Maintenant, les whales, elles veulent acheter environ jusqu'au, ici, entre les 3008 et les 3200 sur Ethereum. Donc là, c'est les whales de Kraken. C'est assez bizarre. Hein. C'est pour ça que là, les ordres, ils sont vraiment compacts sur Kraken. C'est assez bizarre. C'est pour ça que je vous en parle. Et là, pareil, les whales, elles veulent acheter de 51 000 jusqu'à 54 000. Mais si pareil, tout le monde commence à vouloir acheter ici, ça peut poser problème. Ça peut poser problème. D'ailleurs, sur Deribit, ils ont retiré leurs ordres. Alors, hop. Je crois qu'ils ont été remis. Ouais, on a eu des nouveaux, mais là, les gros ordres ici ont été retirés. C'est assez bizarre. FTX, je sais plus trop. Non, FTX, il y a toujours des ordres jusqu'aux 53 000, mais si tout le monde va acheter là-bas, bah, peut-être... Voilà, par exemple, regardez. Quand je vous montre ici, là, quand on était au niveau des 40 000, si vous regardez bien, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter plus bas, même ici dans les 52 000, etc. On n'y a pas été ici, mais c'est surtout ici où c'est flagrant. Regardez ici. Il y a là les gens qui voulaient acheter ici. 37 000, 37 000, 38 000 $, tout le monde attendait au 39, on n'y a pas été. Ici, on n'y a clairement pas été, vous voyez ici. Hop, donc ça, on n'y a pas été. Et il y avait ça aussi sur Coinbase, il me semble. Enfin, quand tout le monde va acheter au même endroit, il y a peu de chances qu'on y aille. Si on y va, c'est pour défoncer cette zone, pour que les gros puissent récupérer la liquidité dessous. Maintenant, si c'est pas dans leur intérêt d'aller aussi bas, bah, ils ont nul autre choix que d'acheter ce qui est proposé ici. Et donc tous ceux qui attendaient là-bas vont devoir acheter plus haut, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. Ok? Alors, ensuite. Bon, je vais revenir sur Coinbase. Du coup, sur Coinbase Exchange Spot, on va regarder. Il n'y a pas des ordres monstrueux, mais... Ouais, c'est un petit peu envie d'acheter plus bas aussi. Hein. 53 000, il y a des ordres. Et ça, jusqu'au 49, si tout le monde veut acheter là-bas, le plus probable, hein, c'est d'attendre que le sentiment faiblisse, donc que le sentiment fasse ça, que le marché range, et qu'ensuite on aille breaker, tout simplement. Et que tous les gens qui attendent là-bas, bah, malheureusement, sont obligés de racheter plus haut. Mais bon, ça, on verra ça on verra ça au cours des prochains briefs. Alors, je vais remettre ici même Binance.
Voilà, vous voyez ici sur Binance, tout le monde veut acheter plus bas en fait. Donc si tout le monde veut acheter plus bas, soit on défonce cette zone, mais en fait pour moi il n'y a pas d'intérêt à défoncer sous les 50 000 $. Allez, peut-être jusque 48, mais est-ce que ça c'est une marge suffisante? Est-ce que les gens qui achètent ici vont paniquer forcément ici? Je pense pas. Du coup je dis pas qu'on va aller plus bas, mais je dis que si tout le monde va acheter là-bas, c'est peut-être pas trop probable d'y aller. C'est un peu comme ce qui avait été fait ici aussi, là ça se verra aussi sur Binance. Pourquoi ça veut pas retirer? C'est chiant. Hop. Ici, vous voyez là, sur Binance, tout le monde voulait acheter là-bas. 38 000, 34 000, on n'y a pas été. Pareil, si tout le monde voulait vendre ici, on n'y a pas été non plus. Vous voyez, où les gens veulent acheter, généralement on n'y va pas. Tout le monde voulait acheter ici, on a attendu qu'ils retirent leurs ordres, là on pourrait peut-être y aller, mais là pareil, les gens veulent acheter ici. Pareil, quand les gens veulent vendre plus haut, des gros ordres de vente, généralement on s'arrête avant, parce que les whales, elles ont besoin de vendre avant. Elles peuvent pas vendre là où les retails vont essayer de vendre. Pareil ici. Quand ici, là, dans les 29 000, il y a JP Morgan qui annonçait 25 et tout le monde voulait acheter plus bas. Là, ça se voit bien, on n'a jamais été ça. Les whales, elles ont eu le seul choix, c'était d'acheter ce que personne ne voulait acheter ici parce que tout le monde flippait que ça aille plus bas. Et donc ici, personne n'a été fil et donc les mecs ont dû racheter plus haut. Donc c'est pour ça, il faut bien comprendre que quand on a un marché où il y a des whales qui veulent acheter plus bas, s'il n'y a pas la liquidité nécessaire, elles ont soit le choix d'acheter encore plus bas pour récupérer la liquidité encore plus bas, mais il n'y a peut-être pas d'intérêt pour le faire. Ou alors simplement d'acheter le prix qui est proposé parce qu'il n'y a personne qui veut l'acheter, donc c'est elle qui les achète. S'il n'y a personne qui ose acheter ici et que le prix est maintenu, c'est que c'est probablement elle qui achète. C'est là où je voulais en venir. Donc en gros, pour que le sentiment baisse, c'est là aussi où je voulais en venir, par exemple, pour que le spread puisse baisser, donc ce qui peut être un bon indicateur de sentiment, il n'y a pas besoin aussi de voir le prix chuter. Déjà, si le prix consolide et que le sentiment baisse, c'est une bonne chose, il faudrait voir ça en fait. Si on voit ça, c'est bon, on pourra breaker. En revanche, si jamais on consolide que le sentiment y remonte, et que là on baisse et que le sentiment continue de monter, et là ça ouvre les portes à un mouvement baissier plus violent, et 48 000 $ et devient assez réaliste, même jusqu'aux 45 000 peut-être. J'annonce pas les 45 à 48, je dis juste que si les gens essaient d'acheter ça avec du levier alors que ça tombe, il y a de grandes chances de mettre un coup de massue jusque ici, peut-être 48 000 $. 48, 45 même. On va essayer qu'il y a un gros creux dans la value, ça pourrait justifier un retour dans ces valeurs. Après je ne lis pas l'avenir, mais voilà, mon but c'est de vous préparer potentiellement à tout. Et par contre, si on voit une structure de retournement, bon bah let's go, le marché se retourne et allons péter la TH. Ce qu'on attend juste, en fait, pour moi, le Bitcoin il est bullish à long terme. Ce qu'on attend juste, c'est un W qui retourne la tendance, c'est tout. Qui retourne la dynamique baissière. M c'est baissier, W c'est haussier. M c'est baissier, W c'est haussier. Ici, M c'est baissier, W c'est de nouveau haussier. On attend juste un W qui change la dynamique, qui nous refait passer dans une dynamique haussière. Ok, tout simplement. Les M ici c'est baissier. Hop, hop, gros W ici, ça redevient haussier. Hop, et là on pump. Ok? Tout simplement. Ou même ici, par exemple. Et encore ici, il n'y a même pas eu de M, hein, mais si ici on a eu un petit, tac, 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 hop, W, ça redevient bullish, on repump. Ici, mouvement correctif, W, on repump. Vous comprenez un petit peu où je veux en venir? Donc c'est pour ça que la dynamique de marché est très importante. Ok? Donc pour l'instant, pas de W, donc soyons patients, attendons qu'il se crée. Ce qui va se créer ici, pour l'instant, peu probable vu la hauteur des spreads. Par contre, si les spreads baissent, bah là, il y aura de grandes chances de le créer ici, tout simplement. Alors, du coup, donc est-ce qu'on peut parler de bottom sur le Bitcoin? Pour l'instant, techniquement, non. Ce n'est pas encore validé techniquement. On a besoin de plus que ça. Alors, ça, on peut quitter. Ethereum, le sentiment baisse aussi, mais là, il remonte légèrement. Qu'on aimerait voir aussi sur Ethereum, c'est un W. Si ça ne se forme pas, ici, peut-être qu'on a besoin d'avoir un sentiment plus pessimiste pour aller le former un peu plus bas. Et pour moi, une bonne zone de liquidité sur Ethereum, c'est vraiment au niveau des sous-ces creux ici, sous les 3008. Donc aux environs des 3006, voire légèrement en dessous. Les 3006, 3550, c'est vraiment une bonne zone de liquidité pour moi, pour capturer beaucoup d'Ethereum à un bon prix pour les whales. Donc pour moi, ça ne m'étonnerait pas que le marché puisse bottom là-bas. En revanche, si tout le monde veut acheter là-bas également, bon bah le bottom se posera ici et on forcera les gens à racheter plus haut. Alors, et du coup, on va parler de EGLD. Ça, je peux supprimer. Donc EGLD, alors, le dollar index avant, oui j'allais oublier, le dollar index qui reste très très fort, il y a la lira turque qui s'effondre, donc le dollar est très très fort, je vous montre ça rapidement, USD, TRY, donc voilà, le dollar qui explose la lira turque, si on regarde ici, hop, bon bah malheureusement elle s'effondre, du coup le BTC TRY, si je le trouve, normalement il est censé pumper, voilà, vous voyez la différence ici. Donc là, on a fait un nouveau sommet sur la lira turque. C'est normal, vu qu'elle est beaucoup dévaluée, bah, le Bitcoin, sans rien faire, il prend de la valeur contre la livre turque. Et si c'est bien son nom, je peux me tromper.
Et il y avait aussi un même indicateur, c'était en 2017, pour savoir la direction du marché. Pour ceux qui ont connu, c'était le BTC coréen qui aussi faisait des nouveaux sommets avant le BTC USD, pour ceux qui s'en souviennent à l'époque. Vous allez voir beaucoup de décorrélations, où des fois le BTC coréen faisait déjà des nouveaux sommets, ou je ne sais plus si c'était lui, il y en avait un autre. Si je mets BTCZ, peut-être que c'était lui. Non, c'était une autre monnaie aussi qui a annoncé beaucoup BTCA. Bon, peut-être je le retrouverai. Mais ouais, si je le retrouve, je vous dirai. Mais pareil, ça annonçait beaucoup aussi la direction de marché, mais je ne sais plus c'est quoi. Honnêtement, je sais plus du tout. Mais en tout cas, oui, c'est intéressant de voir que le Bitcoin est un bon moyen de se protéger contre justement la dévaluation de la livre turque. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire qu'actuellement, les Turcs qui perdent énormément de pouvoir contre les autres monnaies ont tout intérêt pour rehausser ce pouvoir perdu, soit d'échanger par exemple contre du dollar, mais bon, ça peut s'apparenter à du FOMO, ou contre du Bitcoin. Bitcoin est un bon moyen justement pour les pays d'exit un petit peu la faiblesse de leur monnaie fiduciaire, vu que le Bitcoin est la monnaie, entre guillemets, si on la considère comme une monnaie, depuis un an, la monnaie la plus forte que l'euro, plus forte que le dollar, plus forte que le GBP. Si vous avez acheté du Bitcoin il y a un an, vous avez un pouvoir d'achat quasiment 8 fois supérieur au pouvoir d'achat que vous aviez il y a un an. Alors qu'avec de l'euro ou du dollar, vous avez perdu du pouvoir d'achat. Donc le Bitcoin est bien une monnaie fiduciaire, si on peut le considérer comme tel, plus forte que l'euro et l'USD, et beaucoup plus forte que la livre turque. Ce qui fait que le Bitcoin est un bon moyen d'exit la faiblesse la monnaie de son pays qui est assez faible. Et du coup, oui, le dollar index qui est toujours très très fort. On avait vu ensemble que la smart money est toujours très très bullish sur le dollar index, donc il y a peu de chances de s'arrêter ici. Prochaine résistance aux environs des 97 600. Donc ça, c'est la prochaine résistance à venir taper très très probablement. Ok. Voilà. Et donc tant que le dollar index restera fort, les actions peuvent consolider, le marché américain peut consolider, le gold peut consolider, voire retracer, et le bitcoin peut rester assez faible. Moi je pense que le bitcoin ça l'arrange bien, vu qu'il y avait beaucoup de leviers à dégager plus bas. On a justifié un petit peu ce mouvement baissier par rapport au dollar index, mais comme je disais aux élèves tout à l'heure, la dernière fois que le dollar index s'est retourné, c'était ici, et ça a mis le bitcoin en bear market. Ce qui change actuellement, c'est que ce retournement de marché n'a pas mis le bitcoin dans un bear market. Peut-être qu'on est en train d'y rentrer, je doute fortement, pour moi il y a les 10% de proba. Si on voit ça, pourquoi pas, mais pour l'instant il n'y a rien, on est loin d'avoir ça. Donc moi, ce qui pour moi me montre vraiment que le Bitcoin, en termes de monnaie fiduciaire, est beaucoup plus fort en 2021 qu'en 2017, et beaucoup plus. Parce qu'à chaque fois que le dollar index se retourne, c'est le bear market du Bitcoin. Si vous regardez ici, le dollar index a posé un bottom. De 2014 jusqu'à 2016, le Bitcoin était en range, était en bear market. Quand le Bitcoin était en bull market, le dollar index était en bear market. Quand le dollar index était en bull market, le Bitcoin était en bear market. De 2018 jusqu'à 2020, on est d'accord que le Bitcoin était en bear market, il n'a rien fait. Par contre, actuellement, là, quand le dollar index est tombé, le Bitcoin a bien performé. Là, le dollar index retrace quasiment tout le mouvement baissier. Lui, le Bitcoin, il est toujours à ses sommets, à environ 60 000 $. Et il n'est pas en bear market. Pour moi, ça me montre vraiment que le Bitcoin, en 2021, il est beaucoup plus fort. Le Bitcoin de 2021 est beaucoup plus fort que le Bitcoin de 2017 et le Bitcoin de 2014 et le Bitcoin de 2010, etc., etc. Pour moi, le Bitcoin n'a jamais été aussi fort. Et l'inflation actuelle aide pas mal aussi. Ou quand il y a des monnaies fiduciaires qui perdent énormément de leur valeur, donc vous perdez du pouvoir d'achat en holdant ces monnaies fiduciaires, bien évidemment que les fonds d'investissement, les investisseurs en gros capitaux se barrent là où le pouvoir d'achat, là où on peut augmenter son pouvoir d'achat, donc stocks, actions, stocks, marché américain, immobilier, crypto-monnaie, bien évidemment. Donc c'est pour ça que pour moi, vu dans le monde actuel dans lequel l'inflation est très élevée, donc la monnaie fait perdre du pouvoir d'achat, on cherche justement, quand on a du cash, à être dans la valeur la plus forte, donc en l'occurrence ici le dollar, mais surtout, si on cherche à augmenter son pouvoir d'achat, on va pas dans l'USD ou dans l'euro, on cherche à se barrer ailleurs, marché américain, immobilier, crypto-monnaie, etc., etc. Alors, et du coup, EGLD, on en parle. Alors, EGLD, très vertical, donc est-ce qu'un investisseur va chercher à se positionner ici? Non. Est-ce que ça veut dire que les prix vont pas continuer de monter? Non plus, ça peut continuer de monter. D'ailleurs, on va voir les objectifs de prix. Encore une fois, on en parlait quand c'était en zone de rechargement cet été. La zone de rechargement, c'est là où vous cherchez à investir en tant que professionnel. Donc ici, en gros, c'était entre 100 $ et 56 $. En tant que professionnel, c'est ici où on cherche à acheter le GLD. Là, c'est trop tard. On est loin des zones de rechargement. Également, en termes de volatilité, un indicateur qui peut vous aider, c'est les bandes de Bollinger. Quand elles sont extrêmement étendues, chacune de leur côté, ça veut dire que la volatilité est trop élevée. C'est trop tard pour être investisseur ici. Alors que quand elles sont en train de se contracter, c'est que la volatilité se diminue. Ici, par exemple, ou même ici en été. Mais là,
faible volatilité, là c'est intéressant d'investir. Donc si vous si vous ne connaissiez pas EGLD ici, deuxième opportunité ici, voilà, les bandes de Bollinger se contractaient également, elles n'étaient pas super élevées. Pareil, bon investissement en zone de rechargement. Là c'est trop tard, bande de Bollinger est tendue, donc là je vais plutôt m'adresser aujourd'hui aux investisseurs qui sont déjà dedans et qui cherchent des zones de profit. Et pour ceux qui veulent trader la tendance, on va voir aussi sur du court terme ce qu'on pourrait attendre. Alors du coup, pour les niveaux, je vais juste prendre une charte clean. Hop. Je vais retirer les bandes de Bollinger et on va voir les niveaux à venir chercher pour les zones de profit. Alors, pour moi la première c'était ici, top, bottom, extension de 161,8 à 200%, donc ça c'était une première zone de profit entre 363 $ et 438 $. Ça je pense que j'en avais parlé aussi en cas de nouveau sommet, je pense que c'est un outil que j'utilise tout le temps et que j'enseigne, donc je pense que oui. Ensuite, prochain objectif, alors, 261,8, on va voir où c'est. Hop, 261,8. Tac, aux environs des 558 $. On s'est un tout petit peu arrêté avant. Bon, ça c'est une prochaine zone de profit. Ensuite, on va ajouter 361,8 et 461,8. On va ajouter 4,236 si vous voulez le chiffre FIB pur. Ici. Ok, donc entre 860 et 940 $. On avait parlé aussi du chiffre rond des 500 $, je l'ai encore sur la charte, enfin l'autre charte. Donc là, on va identifier 500 $, c'est aussi un objectif de vente. Généralement, on cherche à vendre un petit peu avant, 495, pour éviter, si jamais le marché se stoppe un petit peu avant, alors on voit qu'on est venu chercher la liquidité, mais on clôture dessous. Donc c'est un niveau assez important. Ensuite, bon, il y a les 600, 700, 800, 900 $, etc. Là, c'est des objectifs plutôt psychologiques. En objectif mathématique, il y a donc 560, 750, 870, 940 et plus. On va donc voir d'autres objectifs de prise de profit, et donc là je ne fais pas de l'Elliott Wave, je fais juste des extensions de Fibonacci, je le précise. Je monte ici, je descends ici, j'étends tout le mouvement. Tac, tac. Alors, bon ça c'était des objectifs aussi, 127,2, sinon 161,8 à 575 $, donc la prochaine zone de prise de profit pour moi, elle est ici. Un petit peu au-dessus de laquelle on est venu TP. Enfin, on est venu se stopper pour le moment. Ensuite, j'essaie de trouver des confluences, c'est-à-dire que là, je vais retrouver des niveaux qui arrivent un peu au même endroit. Ah bah, j'ai ici. Hop. Parfait. 738 jusqu'à 749. Ça, c'est nickel. Prochaine zone de profit. Ici. Je peux avoir d'autres outils mathématiques. On va essayer de voir ça. Là, je vais aller sur du plus court terme. Je vais descendre. Ah. Là, si jamais le marché consolide et qu'il est prêt à repartir, c'est-à-dire que si on fait ça, qu'on est prêt à repartir, je vais pouvoir calculer aussi de nouveaux objectifs. Là, je prends le précédent bottom, je prends le top, je vais jusqu'au bottom. Je vais descendre en 1 heure, ce sera encore mieux. Hop, pour être bien précis, comme ceci. Et donc, j'essaie de trouver des nouveaux objectifs à nouveau. Donc, où est-ce qu'on a des niveaux qui arrivent au même endroit? Ah bah là, du coup, on peut étendre la zone. On voit qu'on a de 711 jusqu'à environ 740 $ pour la prise de profit. Ensuite, est-ce que j'ai des niveaux qui arrivent au même endroit? Oui. Je vois que ici, j'ai 2,618 et 1,414. Ça, je peux m'en servir. Ok, ensuite, est-ce qu'on a des niveaux qui arrivent au même endroit? Ah, ici j'ai 318 et 2,272. Pareil. Ici je peux prendre profit. Ok. Ensuite là j'ai un niveau intéressant. Nous on va essayer de trouver des confluences là où les niveaux se regroupent. Ah là j'ai vraiment des niveaux qui arrivent au même endroit. Toute cette zone pareil. Prise de profit. Ce sont des objectifs mathématiques. C'est pas parce que je dis que c'est une zone de profit qu'on va y aller. On peut ne pas y aller. Ok. Mais ici, ce sont des objectifs mathématiques. Donc mon but, c'est d'acheter quand c'est plat. Donc quand c'est ici en zone de rechargement, j'achète et je vends sur la montée dans les zones qu'on a vues ensemble. Donc je vais toutes les redire. Il y en a d'autres aussi. Il y a aussi un canal ascendant qu'on va voir juste après en logarithmique. Mais ici, en gros, vous avez donc la prochaine zone 570-555 environ. Ensuite, 700 $, 750 $ environ. Ensuite, 818-833 $. Ensuite, 1042 $, 1082 $. Et la dernière grosse zone, entre guillemets, pour l'instant, 1300 $ jusque 1400 $. Aussi, une chose à regarder, c'est le market cap. Donc là, on va aller voir sur CoinMarketCap. On va voir où est-ce qu'il est EGLD. Donc là, on va voir où est-ce qu'il est dans le top. Il doit être top 20 maintenant, je pense. Pas encore, top 23. Est-ce que pour vous, EGLD top 10, c'est aberrant? Si ce n'est pas aberrant, vous savez que EGLD peut dépasser AVAX et Dodge. Donc à ce moment-là, il pourrait monter jusqu'à 26 milliards de market cap au minimum. Actuellement, on est encore à 9 milliards. Donc il pourrait faire encore un x2. Un x2 par exemple. Je dis pas qu'il va faire x2, il pourrait faire x2,5 même. Donc ici, x2,5, ça fait 150% de progression au prix actuel. Grosso modo, il se retrouve
vers les 1100 $. Ce qui ne serait pas irréaliste si vous estimez qu'il peut venir titiller des market cap proches des grands, c'est-à-dire Luna, Avax, Polkadot, Cardano, Solana. Si vous estimez qu'ils jouent dans la même cour qu'eux, on peut donc avoir un market cap similaire, une valorisation similaire, ce qui fait que son prix pourrait encore pumper. Ok? Donc à ce moment-là, un investisseur qui veut entrer tard devrait attendre une consolidation pour pouvoir rentrer, même si c'est assez haut. Le but, c'est de ne pas acheter une verticalité, enfin une courbe verticale, parce que quand c'est vertical, il n'y a aucun support. Donc quand ça se met à corriger, et ben on revient au précédent support. Donc si le précédent support il est ici, bah hop, très vite on revient là. Et donc vous mangez du coup la baisse de prix de moins 25% qui peut faire mal. Alors que ça vaut rien d'attendre la consolidation. Par exemple ici, si vous avez lopé le train, consolidation, les W se forment, ça aussi c'est des signaux comme quoi on a un prochain mouvement aussi. Donc on peut réattendre. La chose qu'on a fait ici, on peut la refaire ici pour de nouveaux signaux d'investissement un peu tard. On ne dira pas que vous êtes early investor, vous arrivez sur le tard, mais au moins vous avez des bonnes conditions de marché. Ok? Et donc nous on va comparer EGLD avec Ethereum en termes de performance. Alors là on divise par ETH, USDT, Binance. On regarde. Alors EGLD depuis juin 2021, il donne l'information qu'il a envie de surperformer Ethereum. Là quand on regarde ça, quand moi je vois W-Weekly sur la paire EGLD contre ETH, d'ailleurs on en a une je pense. Non, tant mieux. Alors ici on voit bel et bien que depuis le 6 septembre 2021, EGLD a donné l'information je vais surperformer l'Ethereum. Grosse bougie haussière, consolidation, ensuite je passe en daily, des nouveaux W. Pareil, lorsqu'on a eu ces W, même information, EGLD nous disait je vais surperformer l'Ethereum. Le ratio record est environ de 0,12, on est en plein dessus. Donc il faut savoir que EGLD a top entre guillemets contre l'Ethereum à chaque fois qu'il est venu ici. C'est un peu le ratio où ça bloque, c'est-à-dire que un EGLD vaut 1/10 environ d'un Ethereum. Ok? C'est là où on bloque. En revanche, si ça passe, et ça c'est vraiment des choses intéressantes à regarder, si ça passe, on pourrait chercher par exemple un EGLD vaut 2/10 d'un Ethereum. Ok? Donc là en gros si vous divisez le prix, je vais mettre en défaut ici, si vous divisez le prix de GLD par Ethereum, donc si on divise son prix qui est de combien, j'ai oublié, 467 par le prix de l'Ethereum qui doit être de 4000, combien j'ai oublié aussi, 4292 $, donc 460 $ divisé par 4200 environ. On a bel et bien le ratio qu'on vient de voir juste sous nos yeux ici, qui est bien en gros de 0,11, 0,10. Donc moi j'ai 0,109, donc on arrondit à 0,11, ok? Et donc en gros, un EGLD vaut 1/10 d'un Ethereum. Maintenant, si on casse cette résistance, on pourrait se diriger vers un EGLD va peut-être chercher 2/10 d'un Ethereum. Donc 2/10 d'un Ethereum, ça fait en gros ici, vous prenez, comment dirais-je, vous divisez le prix de l'Ethereum par 5. 4002 divisé par 5, ce qui nous donne 840 $. Tout simplement, le GLD fait x2 en gros. Tout simplement, c'est ça, si le prix de l'Ethereum ne bouge pas. Ok? Mais ça, c'est à voir. Parce que faites attention, à chaque fois qu'on est venu ici, là, le marché s'est retourné et EGLD a terminé ses pumps. C'est-à-dire que si on casse ici, EGLD peut continuer de grappiller, en gros de se rapprocher du market cap d'Ethereum sans le dépasser, mais au moins, en termes de prix, peut-être devenir 2/10 d'un Ether, 3/10, 4/10, 5/10, on ne sait pas, peut-être même jusqu'à un jour avoir le prix de l'Ethereum. Bon, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas, ok? Et donc d'ailleurs, mathématiquement, quels seraient les objectifs ici? Alors, en cas de nouveau sommet, on pourrait se dire que le prochain objectif, ce serait donc pour EGLD de coûter entre ouais, on va dire aller 1,7/10 jusqu'à 2/10, en gros. Ok. Et donc là aussi, ça serait une bonne zone de prise de profit quand on arrive sur ces valeurs sur EGLD USDT, de se dire ok, intéressant de prendre des profits, parce que là on surperforme quand même pas mal l'Ethereum, mais ça peut ne pas durer autant. Aussi également, quand vous voyez des structures par exemple bullish contre l'Ethereum, ça peut indiquer qu'il était plus intéressant en août d'avoir de l'EGLD que de l'Ethereum en termes de performance et de retour sur investissement. Et donc ici, oui, donc si on casse ici, pareil, EGLD va continuer de performer plus que l'Ethereum. Ok? Alors ce que je vais ajouter également, c'est donc EGLD USDT. J'avais un autre truc à dire, oui, c'est le canal. Donc on va essayer de le trouver ensemble. Hop, fera 4 divisé par 4, et donc on va voir les objectifs de ce fameux canal en logarithmique. Ok? Donc est-ce que ici j'ai tout l'historique? Oui, je pense que oui. On va essayer de relier, entre guillemets, le plus de points de contact. Ok, donc là, grosso modo, quelque chose comme ça, comme ceci. Et donc ça, c'est le canal de GLD. Ok? Donc on a la midline
aux environs des 500, maintenant 640 dollars environ. Si on prend ici la midline, enfin le haut du canal, c'est environ des 2300 dollars. Donc là, ça voudrait dire que si l'Ethereum il n'a pas bougé, mais je pense que l'Ethereum il aura bougé depuis, on se sera rapproché en termes de ratio. On aura monté le ratio EGLD-ETH, si vous me suivez encore toujours. Mais ça, c'est objectif de haut de canal. C'est-à-dire que si jamais l'histoire se répète, techniquement, EGLD peut venir faire un top. Ici, normalement, j'ai le price line de mémoire. Price label ici. Voilà. Donc, admettons au printemps. Généralement, les tops, c'est au printemps. Ça ferait, ouais, dans les mêmes 4000 à 5000 dollars. Bon, on verra bien ce qu'il en est si on reviendra chercher le haut du canal un jour. Mais c'est un objectif à garder en compte. Par exemple, on pourrait se dire que la midline du canal, et donc là, je vais devoir retracer parce que sinon, ça va un petit peu casser le délire. Hop, comme ceci, je pense qu'on est bon. Voilà. Nickel. Donc plutôt focus sur la midline au printemps. Donc par exemple, au printemps, venir chercher la midline du canal nous ramènerait, si c'est pas le haut du canal, ce serait la midline, donc le milieu, aux environs des mai-juin. Généralement, c'est les tops de marché. 2500 dollars en mai-juin pour EGLD, 2500-3000 dollars serait assez réaliste. Maintenant, il faut que ça performe. Et donc, quand on voit le Bitcoin, lui aussi dans un canal assez long terme, je passe en mensuel pour vous montrer ça. Hop, comme ceci. Le Bitcoin est dans ce canal depuis très longtemps. Par contre, il faut que je retrouve les points de... comment dirais-je? Les niveaux où ça touche. Ouais, plus bas. Ouais, non, c'est bon, je m'en rappelle. Ok, c'est de là-bas à là-bas. Hop. Ok, nickel. Si on prend ici, ça c'est le canal de Bitcoin dans lequel il est. Donc là, on voit bien que bas de canal, on achète. Haut de canal, on vend. Bas de canal, on achète. Midline, on peut prendre des profits. Là, ça a joué en rôle de support. Là, d'ailleurs, le milieu de canal est environ des 50 000 dollars. Donc, techniquement, il y a peu de chances de retourner aller sous 47 000 actuellement. Donc, le haut du canal sur Bitcoin actuellement, au printemps 2022, ce serait plutôt dans les 263 000 dollars. Donc, si Bitcoin il est à 260 000 dollars au printemps 2022, je me doute bien que EGLD, il pourrait être, on avait dit à combien? 2500 voire 3000 dollars. Ce serait assez réaliste. Si Bitcoin il a autant performé, EGLD peut faire une performance assez similaire. Et si vous voulez d'ailleurs timer les tops de marché et bien vendre au bon moment, là vraiment juste tracer le canal du Bitcoin, c'est très bien. Hop, price line ici. On regarde ici, c'est le top également. Hop, ensuite, pareil, si c'est en mai ou peu importe, bah voilà, la target elle monte. Mais ici, 2022, c'est entre 200 et 300 000. Pareil, un truc que j'ai oublié de faire sur EGLD. Alors, mince, c'était pas ça. Bon, c'est pas grave, c'est aussi de regarder les extensions logarithmiques. Après, je m'arrêterai ici. Donc, en gros, au lieu de faire les extensions en linéaire, on va reporter des pourcentages. Et donc, ici, hop, je vais mettre mon extension en logarithmique, qui est très puissant. Et là, ça serait plutôt entre les 645 dollars et les 1100 dollars en prochain objectif. Ça aussi, c'est des objectifs qu'on peut prendre en compte. Ok? Après, il y a les objectifs aussi plus hauts, bien évidemment. Là, je ne vais pas tous les énumérer parce que voilà, j'en ai déjà donné beaucoup. Mais ça aussi, ça peut vous aider lorsqu'on a des tops pour avoir des targets en logarithmique. Après, il y a des niveaux un peu fous. Je doute qu'on ira les chercher. Mais là, c'est tout ce qui est des extensions du bottom jusqu'au top. Mais là, c'est très peu réaliste, je pense. On va essayer de voir ça ensemble. Mais ouais, je pense que c'est... Hein, quoique. Je suis bien en logarithmique ici. Ouais. Ok, extension de 100%, 2188 dollars. Pourquoi pas? Ça voudrait dire qu'en gros, la performance qui a été faite ici, donc du bottom jusqu'au top, on a fait 3800%, EGLD pourrait le refaire ici. C'est-à-dire de ce bottom, pourrait refaire en gros 3800% de performance. 3800, 4000, parce que j'ai pas pris exactement au dollar près. En logarithmique, ça bouge beaucoup, mais on va dire voilà, 3800% de hausse à nouveau. Donc au minimum, venir chercher les 2188. Après, vous voyez bien que les niveaux deviennent vite irréalistes, 21 000 dollars, 89 000. Mais ouais, 100%, 2188, c'est une target à ne pas négliger. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et quand on voit en logarithmique, on voit bien que la chart reste bullish. Ici, donc, W, bottom, W, accélération. Donc, on pourrait se diriger vers cette target, par exemple, au cours des prochains mois. Mais sur le chemin peut être semé d'embûches et on peut très bien faire ça. Venir tester ici le support devenu... Oui, ça aussi, c'est une chose à noter. En tant qu'investisseur actuellement, si vous analysez en logarithmique, pour moi, la meilleure entrée possible, c'est la résistance devenue support, c'est-à-dire que c'est toute cette zone, ici. En gros, c'est des 280 jusqu'aux 313 dollars.
si on fait un pullback ici, en logarithmique, on voit que techniquement, c'est une bonne zone d'entrée pour la poursuite du marché haussier. Ok? Donc je vais m'arrêter ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, vous avez tout disponible dans le Discord, aussi dans la section bienvenue. Donc tout est expliqué juste ici, les moyens de paiement, etc. Vous avez aussi la vidéo de présentation en fin de vidéo maintenant de l'école. Enfin, à la fin de cette vidéo, il y a aussi la vidéo de présentation de l'école et sa FAQ. Sinon, en commentaire, je vous mets aussi la vidéo de présentation de l'école et sa FAQ. Si vous voulez savoir ce qu'on fait dans l'école, je vous referai un point bientôt, je pense, peut-être en décembre. Et du coup, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, vous faites un clic droit à un des professeurs connectés en haut à droite, envoyez un message, vous envoyez. Si vous avez fait le paiement, pareil, vous l'envoyez aux 3 professeurs, le premier qui le voit le valide, on vous met le rôle élève. Comme ça va très vite et ce n'est pas considéré comme du spam, ne vous inquiétez pas. Du coup les gars, on se retrouve nous demain pour un prochain brief. Bonne journée à vous, ciao ciao.